à tous et bienvenue dans les docs du week-end. Je vous emmène aujourd'hui dans les coulisses d'un lieu gigantesque, l'aéroport d'Orly. En temps normal, il accueille près de 30 millions de passagers par an. C'est comme si la moitié de la population française y transitait chaque année, sans parler des 30 000 salariés qui y travaillent chaque jour. Alors, pour accueillir tout ce monde, Orly est devenue une véritable ville. Avec ses magasins bien sûr, mais aussi sa gendarmerie ou encore son service médical. Dans ce document exceptionnel, vous découvrirez tout ce que vous ne voyez pas quand vous prenez votre avion. Comment sont fabriqués les plateaux repas? Comment sur la piste, des agents très spéciaux assurent la sécurité des avions? Que se passe-t-il la nuit dans les gigantesques hangars qui bordent l'aéroport? Pendant plusieurs semaines, nous avons posé nos caméras jour et nuit dans les endroits les plus secrets de l'aéroport d'Orly, des endroits souvent interdits au public. Alors tout de suite, embarquons dans les coulisses d'Orly. Il est 17h. Après 4 heures de vol, cet avion en provenance d'Israël se pose sur l'aéroport d'Orly. Et à peine quelques minutes plus tard, Amandine entre en scène. Elle est responsable de toutes les opérations au sol autour d'un avion. Sa mission, faire en sorte que l'avion reparte dans exactement 35 minutes. Le moindre retard, et c'est l'embouteillage assuré sur les pistes. Autour de l'appareil, les techniciens s'activent déjà. Notre avion revient de Tel Aviv. À partir de maintenant, tout est chronométré par Amandine. Bonjour. Donc vous avez fini de décharger la soute? Il vous reste plus que l'avant. Ça marche, merci. Tout se passe bien? Tout se passe bien, la soute arrière est finie de décharger. Nous avons donc les LED pour les personnes à mobilité réduite, nos bagagistes, les bus qui sont en dessous, qui chargent un premier bus, il y a un deuxième bus qui attend, donc c'est parfait. Les prestations repas, il attend qu'on lui ouvre la porte à l'arrière. Tous les services sont réunis au pied de cet avion, tout le monde est à l'heure, c'est parfait. On va passer sous l'avion normalement, on ne doit pas. Baissez-vous correctement pour ne pas abîmer ma coque. Bonjour, vous faites la vidange toilette? Parfait. Il envoie un produit bleu qui nettoie, désinfecte et après vous fermez. Et qu'est-ce qui sort là dans le tuyau bleu? C'est, comment dire, tout ce que vous avez l'habitude de faire dans un toilette. Voilà, ça ne sort pas dans l'air en fait. Ça ne sort pas dans l'air, ça va dans une cuve que nous vidangeons aux arrivées de nos avions. Le ménage est en train de rentrer dans l'avion pour nettoyer notre avion, qu'il soit propre. Il ne reste que 20 minutes à Amandine avant l'embarquement des passagers. Et à bord, mauvaise surprise, l'avion est loin d'être prêt. Et les appuis-têtes sont mis un petit peu en travers, des papiers partout, des bonbons partout, des bouteilles d'eau à droite à gauche, trop de saleté. On enlève les tétières pour en remettre des nouvelles, on met les accoudoirs correctement, voilà, le remettre comme neuf. 4 personnes pour nettoyer 189 sièges. 10 minutes plus tard, l'avion est prêt pour l'embarquement des passagers. Là, il est 17h35. Notre avion pousse pour se diriger vers la piste. On est parfaitement à l'heure. Là, vous êtes content? Très, ravi. Cet après-midi, Amandine a encore 15 avions à faire décoller. Orly est le 2e aéroport de France derrière Roissy. Implanté au cœur de l'agglomération parisienne, sa surface équivaut à une ville comme Nancy. Ici, un avion se pose toutes les 2 minutes. Aigle Azur 257, autorisé décollage piste 08, vent 040 degrés 7 nœuds. Un véritable ballet terrestre et aérien. Un ballet qui s'accélère encore pendant les grands départs en vacances, particulièrement début juillet, où plus de 60 000 passagers y transitent chaque jour. You want to bring your boarding pass and your tag? Voilà, vous collez derrière. Il n'y a personne pour les guider. C'est tout le temps le rush. On est obligé d'être dans le rush pour avoir l'œil sur tout. Donc, faut pas traîner. Pour faire fonctionner l'aéroport,
30 000 employés travaillent à Orly jour et nuit. Pour eux, les grands départs en vacances, c'est l'effervescence. Le moindre incident, et ce sont des retards en cascade pour des milliers et des milliers de passagers. Le train rentrait pas, donc on a dû le reposer. Depuis 3/4 d'heure maintenant, la piste 0624 est fermée. Il y aura des retards qui vont être générés par cette panne. Pendant 48 heures, nous allons vous faire vivre cette course contre la montre. Tu peux monter en gamme 2, s'il te plaît? Comment Orly se prépare-t-il à accueillir autant de voyageurs? Comment assure-t-il la sécurité des passagers et la sûreté des avions contre les menaces en tout genre? Qui sont les chefs d'orchestre qui permettent aux appareils de se poser et de décoller en temps et en heure? Can you tell me the problem? Vous allez laisser passer un EasyJet qui rentre en Delta 4. Reçu Air France Tango Uniforme, merci. Nous allons vous faire découvrir les coulisses de l'aéroport d'Orly. Aux côtés de ceux qui travaillent dans l'ombre, Boris, Jamel, Alexandra, Philippe, Michel, de la tour de contrôle aux cuisines qui fournissent les plateaux repas des voyageurs. Là, on est à -5. C'est impensable qu'on puisse prendre la marchandise. C'est impensable. Il y a un risque de contamination derrière. Avec eux, nous vous embarquerons dans des lieux qui n'avaient jamais encore été filmés. Pour la première fois à Orly, des caméras ont été acceptées partout, jusque dans les entrailles des avions. « 7 heures, début juillet. Ce matin, en pleine période de grand départ, le chassé-croisé des vacanciers a commencé et le trafic est chargé. Ici, pas de place pour l'imprévu. Sur le tarmac, le maître des lieux, c'est Jamel. Allez les gars, on y va. On y va à 3 véhicules. Tu prends quoi comme véhicule inspection, toi? Le 2, Daniel? Daniel, 3. Le 3, et moi je reste en 3e position avec le 4. On va procéder aux inspections réglementaires de piste, ce qui va avoir lieu là d'une minute à l'autre. Voilà. On va s'insérer dans le trafic, hein. Le contrôleur va nous trouver un créneau et il va nous faire rentrer sur la piste et on va l'inspecter à 3 véhicules. Alors les manœuvres d'inspection 4 pour un essai radio, un début de mission au départ de Fox 4. Jamel se prépare à inspecter l'état des pistes. C'est sa mission principale, la plus délicate, mais aussi la plus importante. Orly, c'est 2 pistes, une appelée 0624, attribuée au décollage, et une autre, la 0826, pour les atterrissages. Régulièrement, et même si cela peut paraître étonnant, des débris pneumatiques ou des vis d'avion traînent sur les pistes. Des objets pouvant être fatals. Souvenez-vous, c'était le 25 juillet 2000. Madame, Monsieur, bonjour. Nous interrompons nos programmes pour un flash spécial. Peu après 17 h cet après-midi, un Concorde d'Air France qui partait pour New York s'est écrasé 2 minutes après son décollage de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Le Concorde roule sur une lamelle métallique perdue par l'avion qui le précède. L'un des pneus éclate et un morceau est projeté sur le réservoir qui explose. 2 minutes plus tard, le vol s'écrase faisant 113 morts. Depuis, Jamel et ses équipes ont renforcé ces inspections qui sont devenues réglementées et obligatoires 3 fois par jour. Inspection unité, tu peux pénétrer la piste 0624, appel contrôlé, dégagé, utilisé. Pour ne pas perturber trop longtemps le trafic, Jamel n'a que 8 minutes et pas une de plus pour inspecter visuellement les 3 km de piste. Et pour ne rien laisser passer, il est aidé par 2 autres collègues. Alors, si toutefois on doit récupérer un objet sur la piste, comme ce sac là, qui peut être volatile et qui peut se déplacer sur la piste, alors je vais donc le ramasser. Ça pourrait être dangereux pour un pilote? Ça peut être dangereux, ça peut être gênant, ça peut être absorbé par son réacteur. Ces inspections sont de véritables casse-têtes. Lorsque Jamel examine une piste, la tour de contrôle dévie tout le trafic aérien sur l'autre. Les avions décollent et atterrissent les uns derrière les autres sur une piste unique. Ces inspections sont délicates à gérer
mais indispensable pour la sécurité. Inspection 3, vous allez dégager en whisky 32. Je confirme donc la prochaine gauche. Un trafic en courte est arrivé plus rapidement que prévu. Le contrôleur nous a demandé de dégager la piste par whisky 32, hein, c'est la voie de circulation qui est juste à ma gauche. Parce qu'il y a un avion qui est arrivé plus vite que prévu et la priorité est de le faire atterrir. Voilà. Jamel a terminé l'inspection de son secteur. Il ne se lasse jamais du spectacle des atterrissages et décollages sur une seule et même piste. Un moment rare de la journée. Alors là, on a la piste sur laquelle le trafic a basculé, les arrivées-départ. On a un avion de la TAP là, qui s'apprête à décoller. On en a un qui va s'apprêter à atterrir là, et on en a deux autres là qui sont en attente pour des départs. Voilà, deux qui vont décoller. C'est comme une autoroute, on a un trafic plus intense que d'habitude. Comme chaque matin pendant ce début d'été, le trafic bat son plein sur les pistes. Les avions attendent leur tour pour atterrir et décoller. Du côté du terminal, c'est aussi une vraie ruche. Les passagers arrivent en masse, impatients de partir en vacances. Il est 8 heures. Cela fait déjà 2 heures que Boris a commencé sa journée. Boris, c'est l'un des hommes clés de l'aéroport. Sa mission, gérer et résoudre le plus vite possible tous les problèmes qui pourraient ralentir le passage des voyageurs au sein du terminal ouest. Chef d'orchestre du terminal, Boris règne sur 100 000 mètres carrés où passent chaque jour entre 30 000 et 35 000 personnes. Rivé à sa montre pour ne jamais prendre de retard et muni de son unique outil de travail, un téléphone, il arpente les allées d'Orly toute la journée pour détecter et résoudre la moindre anomalie. Est-ce que tu peux veiller à faire vider les poubelles qui sont situées près du safe bag, Goéland? Un distributeur d'argent juste à côté du comptoir information départ qui ne fonctionne pas. Donc, tu peux prévoir de mettre un affichage? Boris dirige une équipe de 35 personnes. Mais toute la journée, il met lui-même la main à la pâte. En permanence sur le qui-vive, l'œil bien ouvert, Boris observe tout et ne laisse rien passer. Il range, repère les pannes, renseigne les passagers perdus. C'est l'homme qui fait en sorte que votre passage à l'aéroport se déroule sans encombre. Alors, vous allez passer derrière les deux boutiques, là. Voilà, vous attendez patiemment ici, ils vont venir s'installer. Je vous en prie, madame, bon voyage. Aujourd'hui, l'afflux de passagers est attendu dans le hall 2, celui des navettes. Pendant l'été, des avions partent d'ici presque toutes les 15 minutes pour le sud de la France. Mais Boris vient d'être prévenu. Un problème paralyse la zone. Donc on vient de me signaler qu'il y avait un bagage abandonné sur le hall numéro 2. Les services compétents de l'État, la police est sur place et a commencé à mettre en place un périmètre et donc à demander aux passagers d'évacuer le hall. Boris arrive très vite sur place. Face à l'agitation, il détonne par son calme. C'est magnifique. Où est-ce qu'il est? J'ai appelé, mais il est sur un siège ouais, je le vois là-bas, à côté du RIA, là, c'est ça? Une dizaine de militaires sécurisent la zone pendant que les agents de Boris, en gilet orange, tentent de calmer la pagaille générale. Ouais, le bagage est un peu plus loin par là-bas, il est posé sur un siège, donc il est fermé. La police qui s'est déplacée ne peut pas voir s'il est à l'intérieur, donc ils ont engagé la procédure de périmètre et appel aux démineurs. Par mesure de sécurité, il nous est demandé de ne pas filmer les démineurs en action. Avant les départs en vacances, on préfère largement éviter ce genre de situation. On fait des annonces qui demandent aux passagers de faire attention à leur bagage, mais parfois on tombe sur des passagers un peu étourdis qui laissent traîner leurs effets personnels et ça engendre ce genre de situation qui est forcément pénalisante pour tous les autres passagers. Le trafic est à l'arrêt, les enregistrements interrompus et les passagers bloqués. Mais quelles que soient les circonstances, la fonction de Boris lui impose calme et sang-froid. Pour le moment, tout est en stand-by. Voilà. Tant que le bagage n'est pas traité, on attend. Un grain de sable comme un bagage abandonné peut complètement bloquer un enregistrement sur un hall. 10 minutes plus tard, la zone est enfin libérée. Les démineurs ont ouvert le bagage et écarté tout risque d'attentat. Les passagers se ruent vers les enregistrements. Donc voilà le bagage en question, hein. C'était dans un sac, apparemment des effets personnels. J'arrive à apercevoir des bouées pour enfants qu'on met autour des bras pour aller à la piscine.
c'est clairement quelqu'un qui l'a oublié là. Ça va être récupéré par nos services objets trouvés et conservé jusqu'à ce qu'un éventuel passager vienne le réclamer et le récupérer. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça, voilà. Mais c'est la plupart du temps, c'est ça. Hein. Ce sont des effets personnels oubliés, des excédents bagages que la personne n'a pas voulu payer, donc les laisse traîner. Bon, ça entraîne des conséquences assez importantes pour le reste des passagers, mais c'est aussi la vie d'un terminal, quoi. Ça en fait partie. Aujourd'hui, 33 compagnies aériennes différentes vont poser leurs avions à Orly. Pendant l'été, ces avions desservent plus de 135 destinations dans le monde. Sur le tarmac, c'est une chorégraphie incessante et tout est orchestré depuis la tour de contrôle. C'est notamment le travail d'Alexandra. À 34 ans, Alexandra est contrôleur aérien. Elle travaille perchée à 54 mètres d'altitude et domine les pistes. On ne la voit jamais et pourtant, sans elle, les avions ne pourraient ni atterrir, ni décoller. Alexandra commence sa vacation et pendant 1 heure, elle vivra un moment de concentration extrême où elle posera un avion toutes les 90 secondes. November Sierra. Can you tell me the problem? Jamais vous ne pourrez pénétrer dans la tour de contrôle. L'endroit est extrêmement sécurisé et strictement interdit au public. À Orly, pour la première fois, les aiguilleurs du ciel nous ouvrent leurs portes. Vous allez laisser passer un EasyJet qui rentre en Delta 4. Is it okay for you to taxi? Reçu Air France Tango Uniforme, merci. C'est dès le passage au Air Caraïbes 330 venant de la gauche. Passionnée d'aviation et pilote elle-même de petits avions, Alexandra exerce ce métier depuis 10 ans. Dans son casque, c'est aux pilotes et aux copilotes qu'elle s'adresse. French West 542, bonjour. On est Charlie 2, on est prêt pour repousser maintenant en route. French West 542 de Charlie 2, repoussage approuvé face à l'ouest. Contrôleur et pilote, c'est un métier de confiance. Ils ont confiance en ce qu'on leur donne, ils obéissent à ce qu'on leur donne. On parle avec des mots très cadrés pour que ça prenne le moins de temps possible sur la fréquence. On a 38 avions à l'heure, il faut être rapide, il faut être précis, il faut être concis, il faut que tout le monde se comprenne. French West 542, maintenez point d'arrêt piste 08 et contactez la tour 118,7. Au revoir. On enlève tous les mots superflus, les vous, les s'il vous plaît, merci. Le seul mot de politesse, c'est bonjour, au revoir. Sinon, ça va être par exemple autorisé atterrissage, et c'est pas vous pouvez atterrir. En plein été, le trafic est si dense que les contrôleurs aériens d'Orly peuvent guider jusqu'à 900 avions par jour. À Orly, avec le trafic qu'il y a, c'est impossible de penser que les pilotes puissent atterrir et décoller sans nous. On les atterrit toutes les minutes 30 et décolle toutes les minutes 30. Donc on est vraiment là pour assurer la sécurité, être sûr qu'il n'y a pas de problème devant eux, être sûr que la piste est dégagée au moment où ils se posent. Air Maroc 8185, you have Air Caraïbes on your left. Not sure you can push back behind him. Si on rate quelque chose, on se met vraiment dans une pagaille pas possible, quoi. S'ils prennent pas le roulage qu'on leur a donné ou qu'on se trompe, ils se retrouvent face à face, ils peuvent pas s'éviter, c'est faire venir des tracteurs, faire repousser, enfin on fait perdre 20 minutes à une compagnie. Donc il faut toujours être vraiment très très vigilant à ce qu'on fait, on n'a pas droit à l'erreur. Sur ses écrans radars, Alexandra a une vision globale de tous les avions à l'approche ou au départ d'Orly. Avec ses collègues, elle est la chef d'orchestre de ce ballet aérien et terrestre. Alors en fait, tout ce qui est en rouge, on appelle là la couleur saumon, c'est tous les avions qui sont à l'arrivée. Et j'en ai un qui se pose sur la 08, c'était le France-Soleil 8 Golf Delta. Et tous les avions qui sont en bleu, c'est tous ceux qui viennent de décoller. Ça permet de faire une ségrégation des trafics, de savoir qui est au départ et qui est à l'arrivée. Portugal 442 Whiskey Roger, contact ground 121.705, bye bye. En guidant les pilotes, Alexandra assure la sécurité de milliers de passagers. Une responsabilité qui lui impose une concentration extrême. Alors après 2 heures de travail, Alexandra prend sa pause et c'est obligatoire. J'avoue que quand on fait 1 heure très dense et que voilà, on a pensé faire le meilleur de soi-même, on est très fiers. L'aéroport, où qu'il soit implanté dans le monde, reste l'un des endroits les plus protégés. La peur d'un acte terroriste est omniprésente. Et sur les pistes, c'est la gendarmerie des transports aériens qui assure la sécurité des avions et des passagers.
Elle a même un bâtiment à l'intérieur de l'aéroport. Philippe, passionné d'aviation, est gendarme à l'aéroport depuis 7 ans. Comme lui, ils sont 120 à patrouiller sur le tarmac d'Orly. Régulièrement, il organise des contrôles aléatoires de bagages avant qu'ils ne soient déposés en soute. Car l'une de ses missions est d'anticiper toute menace matérielle ou humaine pouvant s'introduire à bord des avions. Alors la mission là, c'est de vérifier que les bagages qui vont monter dans l'avion vont sur la bonne destination et puis éventuellement de déceler s'il y a une anomalie qui pourrait être vecteur d'un incident. Voilà. On ne sait pas. Il peut y avoir une raison qui fait que dans un bagage, il y a des objets qui n'ont pas à s'y trouver. L'avion sur lequel Philippe a jeté son dévolu part dans 10 minutes pour Perpignan. Vérification de l'étiquette ou destination. C'est bien ça. Philippe contrôle les 40 bagages de cet avion. Il a choisi l'appareil au hasard, mais visiblement il a eu du flair, car rapidement, une valise lui pose problème. On va faire une vérification sur le bagage. Faudrait qu'on voit le RZA pour récupérer le passager parce que là il y a une anomalie. Et je veux lever le doute sur le fait que le bagage soit étiqueté d'une façon et qu'il y ait une étiquette d'un autre nom. Ça, c'est pas convenable. Donc on va demander au passager qu'il reconnaisse son bagage. Et à cette condition-là, ça pourra embarquer. Si les derniers passagers à embarquer ne sont pas les propriétaires de la valise, l'avion ne partira pas. Reste un dernier passager, une toute petite tête blonde. C'est lui le passager. Ah, passager, c'est lui. On va simplement lui demander si c'est sa valise. C'est très bien, bonhomme. Bon voyage. Voilà. Ça arrive souvent sur le problème? C'est bon pour l'embarquement. Ça arrive de temps en temps. On lève le doute. Voilà, parce que c'est pas, on peut se faire prêter la valise. Donc c'est pas une faute en soi. Mais nous, ça nous permet de contrôler, de voir si éventuellement il n'y aurait pas un problème. Pour cette affaire, l'enquête sera vite menée. Une nouvelle mission attend Philippe et son collègue du même nom. Ils viennent d'intercepter un message radio d'un pilote en détresse. C'est l'avion qui se présente là. Le commandant de bord a signalé un problème sur le train d'atterrissage. Ce gros porteur à destination des Antilles venait juste de décoller. À son bord, 400 voyageurs, impatients de partir en vacances au soleil. Mais à peine envolé, l'avion a demandé à la tour de contrôle l'autorisation d'atterrir en urgence. Quand le commandant de bord dit « moi j'ai un souci avec le train d'atterrissage », il y a les pompiers qui sont déclenchés, les pompiers ADP sont déclenchés, il y a un système d'alerte qui est mis en route. Grâce à sa radio branchée sur les conversations entre la tour de contrôle et les commandants de bord, Philippe peut intervenir dès qu'un pilote annonce être en danger. Il faut bien être en écoute radio quand il y a des interventions de ce type. Le train rentrait pas, donc on a dû se reposer et on voulait votre présence au cas où il y a des problèmes. On est sur une fréquence spécifique qui est entre le pompier leader et le commandant de bord. Donc il était au départ d'Orly, il n'a pas pu rentrer le train, il est revenu se poser. Mais il est en surcharge, donc beaucoup de pétrole, il est lourd, etc. Donc il y a toutes des consignes particulières à respecter. Les pompiers encerclent l'avion sur le tarmac. Le risque d'incendie est trop élevé. Personne ne peut s'approcher de l'avion, pas même la gendarmerie. Le danger, c'est quand même un avion qui s'est reposé à pleine charge. Il a freiné, donc les freins ont été échaudés, les pneus également. Il y a tout un, bon, il fait chaud, etc. Donc un éclatement de pneus, ça vous tue directement. Hein. Cela fait déjà 45 minutes que l'appareil est bloqué sur la piste. Les pompiers donnent enfin l'autorisation de tracter l'avion. Philippe l'escorte. Il n'y a plus une minute à perdre, car c'est tout le trafic d'Orly qui est impacté par cette panne et de nombreux vols ont déjà été retardés. Là,
ils vont descendre. Ouais. Ils vont descendre tous les passagers. Ouais. Direction en Charlie 4 en salle d'embarquement. D'accord. Ils vont se poser. L'avion qu'ils vont reprendre est plus petit que celui-là. Ah. Donc il va y avoir des gens sur le carreau. Ah, d'accord. Aujourd'hui, les 400 passagers de ce vol n'auront fait qu'un aller-retour express sur les pistes d'Orly. Pendant qu'ils sont débarqués de l'avion, les mécaniciens ne perdent pas une minute et interviennent déjà sur la panne. L'avion, une fois en l'air, totalement délesté, le plus rapidement possible pour des questions d'aérodynamisme, le pilote il va rentrer son train. La grande partie, le gros puits et toutes les roues vont rentrer dans le logement. On dirait pas comme ça, mais ça rentre. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, le train est resté dans cette position. On les porte ainsi. Ah, c'est pas une panne récurrente, c'est pas... Sur ces avions, on voit ça en cours, on voit ça en théorie. Ouais. En pratique, ça fait 7 ans que je travaille pour... C'est la première fois que je vois cette panne. D'accord. Une quinzaine de personnes s'affairent autour des entrailles de l'avion. Tous essayent de trouver une solution pour réparer la panne au plus vite. Car un avion immobilisé au sol en pleine période de vacances est très coûteux pour la compagnie. Après 30 minutes d'effort, la récompense. On va dire. Oui, je pense. L'avion peut repartir là? En fait, là, non, on ne fait pas repartir aujourd'hui parce qu'on en avait un autre au sol, donc on a engagé l'autre avion. Au moins, les passagers, on est sûr qu'ils partent. Et là, on fait des inspections pour être sûr que l'avion soit vraiment nickel. Finalement, les passagers pour les Antilles partiront 4 heures plus tard, dans un nouvel avion. Pour Philippe, cet incident n'est pas terminé. Il doit maintenant dresser un procès-verbal et enquêter sur l'origine de la panne. Des mesures obligatoires qui permettent, lorsque les pannes se reproduisent trop souvent, de dresser des listes noires des compagnies aériennes. L'aéroport est un terrain propice aux angoisses. L'angoisse d'être en retard, de manquer son avion, de perdre ses bagages et surtout, la peur du crash. Pour certains, il suffit juste de monter à bord d'un avion pour être tétanisé. Comme cet homme qui vient d'arriver au centre médical d'urgence d'Orly. Excusez-moi, j'ai peur. Oui. J'ai peur, j'étais en panique. J'avais presque comme du mal à respirer. Vous avez eu raison, monsieur, ça sert à rien. Ça fait Même longtemps si que le vol j'ai ne dure pas très longtemps. Vu que j'ai eu des crises d'angoisse, je suis descendu de l'avion. Et quand ça ira mieux, vous repartirez. Non, vous je pense pas que inquiétez ça ira mieux, ça. Les angoisses et phobies de l'avion sont de grands classiques pour les médecins des aéroports. À Orly, c'est au niveau des arrivées, dans un petit local à peine visible, que se trouve le service médical d'urgence ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Aujourd'hui, c'est le docteur Jbeili qui assure les soins. La plupart du temps, il s'agit de passagers en transit, victimes de petits bobos. Ça fait mal quand j'appuie? Non, Ouais, au-dessus du pied. Ouvrez les yeux bien grand, regardez-moi, fixez mon nez. De l'autre côté. Ok. Il y a eu une piqûre d'insecte. Initialement, bon, peut être une piqûre simple. Là, c'est compliqué par une petite infection et par une réaction allergique. Donc, je vais vous donner un traitement antibiotique et un traitement anti-allergique, les deux. Ça sera combiné. Là, vous partez où? Vous m'avez dit en Corse? En Corse. Parmi les 30 000 salariés de l'aéroport, nombreux sont ceux qui poussent la porte du service médical pour des malaises ou des accidents du travail. Ah oui, ok. Alors, vous faites quoi exactement comme travail? Je fais du chargement, déchargement des avions mécanisés. Ce que vous avez, c'est un genre de lumbago. Ça s'est passé comment? En fait, mon doigt, il est resté quoi? Ça a pincé pour les protes continuent. Après de longues années aux urgences à l'hôpital, le docteur est rattrapé par sa passion de l'aviation et postule au service médical d'Orly. Il y exerce depuis maintenant 12 ans et en a pris la direction. Voilà, j'ai la chance d'aimer la médecine, d'être passionné de médecine d'urgence, médecine des voyages et d'aéronautique. Donc ici, je trouve mon bonheur, j'ai les trois assemblés. Et est-ce que exercer dans un aéroport, c'est une façon différente qu'exercer dans un hôpital? Alors l'exercice de la médecine reste le même, la médecine en tant que soi reste la même. Mais par contre, nous avons quelques contraintes ici spécifiques à la plateforme. Quelqu'un qui est pressé, qui doit prendre un avion, qui est en transit, qui a certaines contraintes. Et puis à l'hôpital, il y a d'autres contraintes qu'on n'a pas ici. Au-delà des interventions quotidiennes, le docteur Jbeili est formé à la médecine de catastrophe. En cas d'accident aérien, il sera le premier à intervenir. Mais heureusement, cela ne lui est encore jamais arrivé.
La nuit tombe sur Orly. L'aérogare se vide peu à peu. Pour respecter la tranquillité des riverains, les vols s'arrêtent à 23h30. Mais Orly ne dort jamais. Pendant que certains attendent le vol du lendemain, Jamel, le patron du tarmac, est à l'œuvre. Il est minuit, il profite du couvre-feu pour diriger les travaux d'entretien des pistes. Sur Orly, on a un couvre-feu. Quand je dis un couvre-feu, ça veut dire qu'on n'a aucune exploitation de vol commercial sur Orly de 23h30 à 6h du matin. Et on profite de ces nuits-là pour pouvoir réparer et faire nos travaux sur Orly. Voilà. Bonjour Hakim, bonjour à tous, ça va? On va faire une vérification là sur le balisage, sur la 0826, parce que là actuellement on a une balayeuse sur la 0624. Chaque nuit, les milliers d'ampoules qui guident les pilotes sont toutes contrôlées, une par une. Là j'ai une balise d'éteinte. Jamel commence à inspecter les pistes et rapidement il s'aperçoit qu'une petite ampoule est éteinte. Hors de question de laisser passer ça. Question de sécurité. On a 10 000 feux à entretenir, donc sur 10 000 feux, ouais, il y en a toujours un jour qui lâche. Même ceux qui sont faibles, on les change pour faire la maintenance préventive. Et vous faites ça toutes les nuits? Toutes les nuits. Le balisage, c'est ce qu'on appelle des équipements d'aide à la navigation aérienne. Tu peux monter en gamme 2, s'il te plaît? Alors, on va voir que l'intensité va commencer à monter. Quand on a des conditions météo qui sont défavorables, les pilotes demandent qu'il y ait une intensité un petit peu plus importante pour que la piste soit vue de loin lors de leur approche. Et voilà, notre feu est réparé. Au suivant. Au suivant. Grâce au balisage lumineux, les pilotes peuvent atterrir à Orly quelles que soient les conditions météo. 4 heures plus tard, l'inspection touche à sa fin. Jamel peut envoyer son feu vert à la reprise du trafic. Pour les sols de balisage 7, j'ai dégagé les 3 pistes. Il n'y a rien à signaler en ce qui concerne le balisage. Je vais quitter la fréquence et bonne nuit. Bah là, les feux ont été contrôlés. Tout est en norme pour que les premiers vols atterrissent sans aucune difficulté. L'entretien des pistes est terminé pour ce soir. Mais à Orly, il n'y a pas que les pistes qui font l'objet d'une surveillance attentive. Les avions aussi sont régulièrement inspectés. Qui s'occupe de l'entretien des appareils? Comment sont-ils révisés? C'est ici que se cache la réponse, à l'écart des pistes, dans un hangar ultra sécurisé. Jamais encore, une caméra n'avait pu y pénétrer. Chaque soir, 5 à 6 avions d'Air France y sont contrôlés. C'est le travail d'Aline, Guillaume et Franck, tous 3 mécaniciens aéronautiques. Cette nuit, c'est 7 avions qu'ils vont inspecter de fond en comble. L'appareil a volé toute la journée et doit repartir demain matin. Cet avion doit partir à 7 heures. Donc il doit quitter le hangar approximativement sur les coups de 5 heures. À 5 heures, c'est un avion qui doit être clair. On doit avoir fait tous les protocoles de maintenance dessus, avoir géré tous les aléas. Donc on rigole pas avec ça. Yes. Tandis qu'Aline démonte le réacteur pour le nettoyer, Franck, lui, procède à une inspection générale de la carlingue. Mais il y a vraiment des opérations à regarder. Tout ce qui est tuyauterie, câblage électrique, usure des roues, des freins, la moindre anomalie, quelque chose qui peut nous sauter à l'œil. Donc on vérifie à chaque retour de vol et en fin de journée. Si demain il arrivait un incident, cet avion, est-ce que vous pourriez être mis en cause parce que la vérification a été mal faite? C'est pas si je pourrais être mis en cause, c'est qu'il y a déjà eu par le passé, comme le Concorde, le Sierra Charlie qui est tombé, ou même des collègues qui ont été en garde à vue pendant 48 heures. Pour les opérations où on leur a demandé clairement, vous avez fait quelle tâche, comment vous avez fait, et il a fallu qu'ils s'expliquent. Donc oui, c'est pas un métier anodin, on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. C'est la 3. La 3, c'est parti. Guillaume n'a que 31 ans. Après des études de mécanicien, il se spécialise dans la haute technologie de l'aéronautique. Les avions, c'est sa passion. Et cette nuit, il s'attaque à l'une des parties les plus sensibles de l'appareil. Là, on est sur la partie avant du moteur. Donc là, il y a l'entrée d'air qui se trouve ici, là. Là,
La grosse tuyauterie que tu vois ici, c'est la tuyauterie de démarrage. Ça, c'est le cerveau du moteur ici, là. Donc là, toutes les infos numériques passent par ici. Mais alors qu'il procède à un simple contrôle de routine, c'est la surprise. Une petite pièce du moteur lui reste entre les mains et Guillaume n'a aucune idée d'où elle peut provenir. C'est un bout de braquette, ça, je t'en pense. Ouais. Il sollicite l'aide de Franck. À deux, il faut qu'ils trouvent vite car leur planning est chargé et l'avion doit voler dans moins de 4 heures. Tiens, regarde. Tu l'as trouvé? Bah, c'est pas lui, là, mais regarde, tu vois, c'est le rapport sur le côté, là. Tu vois? Ouais. C'est exactement ça, ouais. Donc c'est forcément un qui vient de là. C'est une petite pièce. Apparemment, ça ressemble à une partie du collier, là, comme ça. Là. On a inspecté tous les colliers du moteur pour être sûr qu'il n'y a pas un collier qui soit cassé, qui pourrait faire vibrer en fait les harnais du moteur. Les harnais, c'est les câbles électriques. Donc là, on pense, comme on n'a pas trouvé la pièce, qu'on a inspecté tous les colliers, on reste tranquille au sujet de ce problème-là. On pense que le collier a dû être changé auparavant et que c'est une pièce qui a dû malheureusement se promener dans le moteur ou peut-être qu'elle est tombée plus tard. Quoi. Cette petite pièce n'a finalement pas grande importance. Guillaume estime que ça n'aura aucune incidence pour la sécurité de cet appareil. Vous pouvez tester une anomalie qui fait que demander à ce que l'avion ne parte pas le lendemain matin. Ah, parfaitement. Si on a un doute, l'avion ne peut pas partir. Guillaume a une responsabilité énorme sur les épaules. S'il juge cet appareil apte à voler, des centaines de passagers décolleront à son bord demain matin. Aline, elle, est à présent perchée sur le réacteur, au plus près pour le nettoyer. Son responsable vérifie l'état des pales d'hélice, des pièces souvent endommagées. Quand, par exemple, il y a des oiseaux qui, malencontreusement, rentrent dans le moteur. Et là, ça fait des dégâts. Donc on peut avoir des pales qui se chevauchent, des déformations, voire des déchirures. Et là, ça crée beaucoup de vibrations. Et des fois, le pilote est obligé de se poser rapidement ou de couper son moteur si ça vibre beaucoup trop. Il est 4h30 du matin et le contrôle touche à sa fin. Reste encore à vérifier l'état du cockpit. Cockpit d'or, contrôle fault. Ok, sur fault. GPWSTR fault. Fault. Là, on s'assure qu'on restitue l'avion dans les conditions initiales dans lesquelles on l'a récupéré. C'est-à-dire que les pilotes, quand ils vont faire leur prévol, ils ont besoin d'avoir la machine dans une certaine configuration. Et donc là, on s'assure qu'ils vont bien récupérer l'avion dans cette configuration et pas une autre. Et vous connaissez tous les boutons? C'est notre métier. C'est quoi d'être assis à la place pilote? Bon, c'est pas désagréable comme sensation en tout cas. Lorsque l'avion quittera le hangar dans quelques minutes, il restera sans surveillance jusqu'au prochain vol. Alors Guillaume doit le sécuriser. Donc la numéro 6, la 7. Donc ça, c'est le pastillage de sécurité. À chaque sortie de hangar, on sécurise tous les accès, toutes les trappes où on pourrait loger une bombe, quelque chose qui serait dangereux pour la sûreté de l'avion. On met l'avion sous scellé. Demain matin, le commandant de bord vérifiera toutes les pastilles une par une avant de prendre possession de l'avion. Il est 5h30 à Orly. Dans le terminal, après le calme de la nuit, l'agitation reprend tout doucement. Les passagers des premiers vols du matin commencent à enregistrer leurs bagages. Vous avez des bagages à main? Bien de liquide, bien de fraîcheur à l'intérieur? Côté tarmac, les pistes sont encore fermées pendant 30 minutes. Alors que le jour se lève à peine, un agent très spécial se prépare à entrer en piste. Notre mallette de munitions, le laser. Celui-là, c'est un pistolet 9 mm. Très peu de personnes ont accès aux pistes déjà à la base. Mais en étant armés, non, on est les seuls. Tout simplement. Grosso modo, on est les gardiens de la piste. Pour être très très simple. Et voilà, et maintenant on est parti. Sébastien assure la sécurité des avions dans les moments les plus critiques, aux atterrissages et décollages. Et dans ces moments,
le plus gros danger, ce sont les oiseaux. Alors les manœuvres, bonjour Lutavia 3 et ses radios début de mission Fox 4. Sébastien est agent de péril animalier. On l'appelle aussi l'effaroucheur. En clair, il fait fuir les oiseaux loin des avions. C'est susceptible de générer des problèmes. Donc tant qu'à faire, autant gérer les oiseaux avant qu'il y ait des problèmes. C'est le but même de notre métier. Et ça peut générer quel type de problème? Ça peut générer des retards avions, ça peut générer des fermetures de pistes, ça peut générer des problèmes vraiment divers et variés. Mais pire, une collision entre un oiseau et un avion peut aussi avoir des conséquences tragiques. Souvenez-vous de cet amérissage spectaculaire à New York sur l'Hudson River, le 15 janvier 2009. Un Airbus A320 décolle de l'aéroport LaGuardia à New York, avec 150 passagers à bord. 2 minutes après son décollage, l'avion percute des oies sauvages qui heurtent les réacteurs. Ceux-ci perdent de la puissance, prennent feu et font plonger l'avion qui amérit d'urgence dans l'eau glacée du fleuve Hudson. L'avion, miraculeusement, ne fait aucun mort. La présence des effaroucheurs sur les pistes est donc essentielle pour la sécurité aérienne. Sébastien est le premier à pénétrer sur les pistes le matin, juste avant la reprise du trafic à 6 heures. Spectateur privilégié du décollage des premiers avions. Un cadre comme celui-là, tout le monde ne peut pas le voir, justement, et le vivre. Donc ouais, c'est pour ça qu'on fait ce qu'il faut pour le préserver, tout simplement. Les agents de péril animalier comme Sébastien sont les seuls à pouvoir s'approcher aussi près des pistes en étant lourdement armés. Mais leur profession est très encadrée et se veut respectueuse de la nature. Si on abat, c'est que vraiment, on n'a pas le choix. C'est l'étape ultime de l'effarouchement. Il n'y a rien de fun à faire ça. C'est vraiment de la nécessité pure et simple. On est sur le principe de précaution. Entre 6 et 7 heures, c'est l'heure de pointe à Orly. Les premiers avions se posent à une cadence infernale, les uns après les autres. Sébastien est aux aguets. Il vient d'apercevoir au loin un danger potentiel. Reprendez la 020 pour la 31, s'il te plaît. 3, 020, un peu dégagé. Alors là, on part en poursuite. Il y a 2 hérons qui sont en train de vouloir venir se poser sur le terrain. Alors, tout oiseau est potentiellement dangereux, mais un héron, c'est 2 mètres d'envergure, donc ouais, ça commence à être sympa quand même. Alors, les tours, Lutavia 3, 020 dégagé. Le héron prend la même trajectoire que l'avion. Sébastien doit absolument l'effaroucher pour éviter une collision. Derrière la caserne de pompiers là-bas, tout au bout. Il est reparti. Là, en fait, on était dans l'urgence pour justement être en prévention, pour faire du préventif par rapport aux avions. Voilà. Il faut qu'on fasse en sorte qu'il ne se passe rien. Est-ce que les pilotes craignent les oiseaux? Tout le monde craint les oiseaux. Ils ont l'appréhension, mais ils savent qu'on est là. Ça sécurise. À ce jour, aucun accident dû à une collision avec un oiseau ne s'est produit à l'aéroport d'Orly. Il est maintenant 7 heures et à l'autre bout des pistes, c'est l'ébullition dans ces immenses hangars. Des hangars qui suscitent tous les fantasmes et interrogations des milliers de voyageurs. Car c'est ici que sont préparés les plats des compagnies aériennes. Comment sont réalisés les milliers de repas dégustés à bord? D'où proviennent les aliments cuisinés? Et de quel traitement de faveur bénéficient les premières classes? Michel est chef cuisinier. Il règne sur ce bâtiment strictement interdit au public, où plus de 200 personnes fabriquent les plateaux repas servis à bord des avions. Après des années au service de restaurants gastronomiques en France et à l'étranger, il a décidé de réunir ses 2 passions, la cuisine et l'aviation. Cuisiner pour des milliers de voyageurs nécessite des mesures d'hygiène drastiques, presque chirurgicales. Bonjour messieurs, dames.
Aujourd'hui, Michel a sous sa responsabilité la confection de 12 000 plateaux repas. Ici, c'est le carreau des halles. C'est là qu'arrivent les produits soient frais ou surgelés. Ensuite, c'est dispatché tout au long de nos couloirs, dans les frigos concernés. Chaque jour, 6 tonnes de marchandises arrivent ici. Du bio, du frais surtout, et du surgelé. Ici, le moindre ingrédient est contrôlé, étiqueté, tracé. En cas de problème sanitaire, tout doit pouvoir être vérifié. J'ai l'habitude de dire, dans un avion, on a encore moins le droit que quiconque de faire une intoxication alimentaire parce que ça prend des proportions incroyables, puisque le nombre de toilettes est limité, l'avion ne peut pas se poser tout de suite parce qu'il y a un problème de santé à bord, etc. Donc, moins qu'ailleurs, on a le droit d'empoisonner nos gens, quoi. C'est l'heure de livraison des produits surgelés. Michel attend un camion de pâtisserie. Ça fait longtemps qu'il reste ouvert. Mais aujourd'hui, il semble y avoir un problème. Contrôlez quoi là, monsieur? La température à l'intérieur de la palette. C'est pas possible qu'on accepte la livraison. Vous êtes à 0 degré. Là, on est en train de prendre le thermomètre à sonde entre 2 cartons. Vous savez, les températures, c'est entre moins 16 et moins 19. Oui. Donc alors, déjà, moins 4, c'est impensable. Non, mais j'avoue. Tu le laisses descendre un peu, mais... Je vous promets que j'étais sur le... L'ambiance, elle était à 4 degrés et à cœur, ça donne combien? Là, on est à moins 5. C'est impensable qu'on puisse prendre la marchandise. C'est impensable. C'est du surgelé, je veux dire. Il y a un risque de contamination derrière. Donc derrière, on a pris avec un thermomètre à sonde. Donc la sonde, elle va prendre à l'intérieur du produit. Parce qu'à l'intérieur, on peut peut-être monter jusqu'à moins 12 degrés. Et c'est que la chambre froide qui n'est pas bonne. Donc à ce moment-là, on pourrait accepter. Mais au thermomètre à sonde, on n'est qu'à moins 5. Donc on ne peut pas prendre la marchandise. Donc là, ça repart. Ça repart. Vous avez des plans B pour rebondir? Tout à fait. On a toujours les stocks en pâtisserie. Donc après, on préviendra le client et on proposera des pâtisseries semblables, identiques, pas la sienne, mais au moins qui pourra être mis sur le plateau à tarif, on va dire, au même tarif à peu près. Des camions réfrigérés commencent à livrer les avions sur les pistes. Les premiers plateaux arrivent toujours à bord, quelques minutes avant le décollage. Avec 120 avions livrés par jour, la journée de Michel s'annonce encore longue. Le week-end touche à sa fin. Pendant ces 48 heures parmi les plus chargées de l'année, plus de 120 000 passagers auront atterri ou décollé d'Orly. Grâce à Boris, Amandine, Jamel, Alexandra, Sébastien et à tous les hommes de l'ombre de l'aéroport, tout s'est bien passé. Mais pour eux, pas le temps de savourer. À Orly, la course contre le temps ne s'arrête jamais. Cette immersion dans les coulisses de l'aéroport d'Orly est maintenant terminée. Je vous retrouve très vite dans les docs du week-end pour un nouveau document exceptionnel.